À la une, ce samedi marque la deuxième édition de l'opération Grand Ménage. Dans la plupart des villes et communes du pays, les populations sont sorties nombreuses pour faire le grand nettoyage. Des images tout à l'heure dans ce 20h. Le besoin en personnel de santé se fait ressentir dans l'espace UEMOA. Les ministres de l'Emploi et de la Santé de l'UEMOA ont élaboré un plan d'action régional afin de stimuler l'emploi dans les secteurs sanitaires et sociaux. Dans le domaine de la grande consommation, le ministre du Commerce Souleymane Diarra Souba sur le terrain pour vérifier l'effectivité de la période de solde. La première a été prolongée jusqu'à demain 2 avril. Et puis au Venezuela, la Cour suprême renonce à s'attribuer les pouvoirs du Parlement. Elle est revenue ce samedi sur sa décision de s'attribuer les pouvoirs contrôlés par l'opposition. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. American Dreamer est un roman de 174 pages. Ce récit d'aventure nous transporte dans le milieu afro-américain branché de New York, c'est aux États-Unis, en proie à tous les vices. Une fiction écrite à la fois dans un langage bien ivoirien, le nushi, et dans un jargon américain, le slang. L'auteur de cette fiction, Marina Niava, est avec nous ce soir. Bonsoir Marina Niava. Bonsoir Fatou. Dans une trentaine de minutes, nous allons décrypter ensemble American Dreamer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Opération Grand Ménage ce samedi 1er avril. Comme des millions d'Ivoiriens, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était ce matin sur le terrain. Le but de l'opération, motiver chaque citoyen à rendre sa commune, son quartier, son village plus propre. Grâce Kando. Cité policière dans la commune du Plateau. C'est ici que la ministre Anne-Désirée Ouloto donne le coup d'envoi de la deuxième édition de l'opération Grand Ménage. La population, dans toute sa composante, est sensibilisée au bien fondé de cette action. Il y a 19 quartiers dans la commune. À la tête de chaque quartier, il y a un président de quartier. Et on va lui donner le matériel nécessaire pour que, en dehors même des premiers samedis de chaque mois, le travail puisse être permanent. Après la commune du Plateau, cap sur le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Agamé. La ministre vient trouver des militaires à la tâche. À Abidjan, à Yamsoko, à Bouaké, à Korogo, à Ndianois. Donc la même opération qui se passe ici aujourd'hui se passe dans les autres casernes du GSPM. Les communes visitées au cours de cette deuxième édition ont marqué leur pleine adhésion à l'opération. La commune de Makori a présenté séance tenante à la ministre Anne-Désirée Ouloto son comité de salubrité. Nous accueillons les Jeux de la francophonie. Nous avons 4000 athlètes qui vont loger à Makori. Nous devons être propres pour refléter une très belle image de la Côte d'Ivoire. Donner un visage reluisant aux villes et aux communes, c'est ce à quoi veut aboutir le gouvernement ivoirien. On a vu l'engagement au Plateau, on l'a vu à Makori. Ils emboîtent le pas aux maires de Yopougon, de Port-Boué, d'Adjamé. Et je pense que c'est ensemble qu'on devrait donc chacun dans son domaine agir en faveur donc de la propreté. Je me suis également réjoui de voir l'engagement des groupements des sapeurs-pompiers militaires. Et vous avez vu la place Lindénier est déjà en train d'avoir fière allure grâce à leur action directe. Les infections respiratoires aiguës de nos enfants, c'est souvent dû à la saleté. La fièvre typhoïde, c'est souvent dû à la saleté. Le paludisme, c'est souvent dû à la saleté. La propreté, c'est la santé, c'est le développement, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au bout de la première journée de la deuxième édition de l'opération Grand Ménage, Anne-Désirée Ouloto s'est dit très optimiste dans sa volonté d'assainir les villes de Côte d'Ivoire. Cette opération Grand Ménage nous conduit dans la commune de Koumassi, zone sud d'Abidjan, à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et à Bengourou, zone est du pays. Reportage. Balai en main, ces autorités politiques, administratives et coutumières de la région de l'Indéné-Guablin nettoient la rue principale de la sous-préfecture d'Aniansué, dans le département d'Abengourou. Une action de salubrité éclatée dans toute la région de l'Indéné-Guablin qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement le 4 mars dernier. Pour la phase 2 de cette opération, le comité local de salubrité d'Aniansué a reçu du ministre Pascal Kwaku Abina et du conseil régional de l'Indéné-Guablin du matériel d'entretien. L'objectif, c'est de rendre notre environnement propre et sain
Et je voudrais remercier donc ma collègue d'avoir initié cette opération. Le président du conseil régional Eouma Boko Hubert et le sous-préfet d'Anion-Sud ont promis poursuivre cette campagne de sensibilisation des populations afin de leur permettre de vivre dans un cadre sain et agréable. La nouvelle décharge de la sous-préfecture d'Anion-Sud a été présentée au ministre Pascal Kwaku Abina et aux autorités préfectorales de l'Indéné-Guablin. Une infrastructure qui viendra renforcer la dynamique de développement de la sous-préfecture d'Anion-Sud. Des balais en main, les autorités de la ville de San Pedro donnent à la gare routière ce samedi le top départ de l'opération Grand Ménage. La ville souffre de l'insalubrité. Les caniveaux sont bouchés. Dans les marchés, les ordures s'entassent comme ici au marché du lac. Le lac, lui, est constamment pollué par les eaux usées qui s'y déversent. Pour amener les habitants des 57 sous-quartiers à s'approprier l'opération, la mairie lance le concours du quartier le plus propre. Une semaine plus tôt, une opération de sensibilisation et de curage de caniveaux avait été initiée au quartier Seweke par le député de San Pedro Commune. Les populations qui ont reçu du matériel du député Félix Anoblé et du maire Clément Nabo s'engagent à faire de l'opération Grand Ménage à San Pedro un succès. Les rues de la commune de Koumassi présentent fière allure ce samedi matin, à l'occasion du grand ménage initié par le ministère de la Salubrité. Les populations se sont appropriées ce grand rendez-vous. Nous faisons du civisme. L'État ne peut pas tout faire. Il faut nos populations pour adhérer, pour aider le gouvernement à la salubrité. Ici, les précollecteurs d'ordures sont à l'œuvre pour débarrasser la commune des immondices. Un travail qu'ils font avec fierté. Le maire de Koumassi a visité certains comités de salubrité installés dans la commune. Ndoye Raymond se dit satisfait et est confiant pour la suite. Cet appel que Madame la ministre a lancé ne pouvait pas tomber plus à propos que ça. Comme un seul homme, les populations de Koumassi se sont données avec joie à cette tâche qui consiste à rendre sain leur environnement immédiat. Autre projet, même objectif, la promotion à l'accès aux toilettes et aux emplois à travers la rentabilisation des boues et urines. La phase pilote mise en œuvre à Boaké et à Katiola a mobilisé des acteurs comme Care International et Luvicosi. Un projet de 812 millions de francs CFA financé par l'État de Côte d'Ivoire grâce à un don de la Banque africaine de développement, BAD. Léon Pro. Des eaux usées dans de vieux quartiers des villes comme ici à Dar es Salaam à Boaké, on en trouve. C'est que les ouvrages d'assainissement ne tiennent plus face à la dégradation des sols et le surnombre des effectifs des ménages, lesquels devront voir leur cadre de vie assaini grâce au PATER, le projet de promotion à l'accès aux toilettes et aux emplois à travers la rentabilisation des boues et urines. La dernière composante, ce sera donc la réutilisation de ces boues. Et nous, ici, on a choisi l'option de la valorisation agricole. C'est-à-dire qu'on va transformer ces produits en fertilisants. Seront donc réalisées des unités de traitement et de transformation des déchets, des fosses septiques et toilettes modernes qui favorisent la collecte et la vidange des déchets organiques, les services et outils de vidange également améliorés. Au total, le PATER, un projet à 4 volets pour améliorer le cadre de vie des populations tout en créant des emplois. La stratégie sera d'organiser de jeunes gens en association ou en entreprise coopérative de sorte à faire face à l'enlèvement de ces boues, à la transformation de ces boues. Ce projet va permettre de les traiter de manière adéquate et de pouvoir les réutiliser conformément aux normes qui respectent la santé, l'environnement et la dignité humaine. 24 mois à compter de cette troisième réunion des acteurs pour la mise en œuvre à Boaké, Katiola et 6 villes secondaires de la phase pilote du PATER, un projet de Luvicosi piloté par l'ONG Care International pour 1 250 000 €, soit environ 812 millions de francs CFA, dont de la BAD rétrocédée par l'État à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans le domaine des hydrocarbures, les ministres des 18 pays de l'Association des producteurs de pétrole africain APA ont créé une toute nouvelle organisation. Elle est élargie à tous les pays d'Afrique et elle s'appelle désormais Organisation de pétrole africain. Francis Boifo. Malgré ses abondantes ressources en pétrole, gaz et charbon et son potentiel énergétique renouvelable,
Le soleil, le vent et l'hydroélectricité, les pays africains souffrent des affres de la pauvreté énergétique. Ce sont les experts en énergie qui le disent. Le continent possède une réserve d'or noir d'environ 13% et produit près de 12% du pétrole mondial. Pourtant, aujourd'hui, un citoyen africain consomme 0,3 tonnes équivalent pétrole, pendant que le citoyen européen, lui, consomme 4 tonnes équivalent pétrole et l'américain, lui, consomme 8 tonnes équivalent pétrole. Pour corriger ces écarts, les ministres des 18 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, ont décidé d'ouvrir leur association aux autres pays du continent. Ils ont créé à Abidjan, en remplacement de l'APA, l'Organisation du pétrole africain, APO. Principale mission de l'APO, permettre aux pays africains de tirer le maximum de profit des produits pétroliers. La Côte d'Ivoire, qui a assuré la présidence de la défunte APA durant les 12 derniers mois, a passé le flambeau au Tchad pour 1 an d'exercice. Le Conseil des ministres a félicité les autorités ivoiriennes pour leur implication dans la réalisation des projets au bénéfice des pays membres de l'organisation. La coopération ivoiro-nigériane se développe, notamment dans le secteur du gaz et du pétrole. Un navire nigérian baptisé Africa Gaz vient d'approvisionner la Côte d'Ivoire avec 5000 tonnes de gaz. Chantal Akanda. Africa Gaz a lâché ses amarres dans les eaux ivoiriennes. C'est un navire de transport de gaz et de pétrole du groupe nigérian Sahara International. Ce bateau qui arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire va ravitailler le pays en gaz. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a inauguré le navire. Dans le cadre de la collaboration et la coopération que nous avons avec notre pays frère qui est le Nigeria et avec notre entreprise sœur qui est Sahara, ait pu acquérir ce bateau qui est impressionnant et qui va contribuer à alimenter la Côte d'Ivoire en gaz qui est très important pour nos foyers. Aux côtés du ministre ivoirien, son homologue du Nigeria, Dr Ibe Kashichukwu Emmanuel. Il a salué ce partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Ce bateau de Sahara qui vraiment réalise de grandes choses dans le secteur, de développer le grand potentiel gazier du Nigeria. Et ce bateau contribuera donc à charger et à transporter et distribuer ce gaz nigérien dans notre sous-région et développer notre coopération entre nous. Pour ce premier voyage en Côte d'Ivoire, ce sont 5000 tonnes de gaz qui ont été débarquées au quai de la société Petrosi à Vridi Canal. Les prochains ravitaillements de Africa Gaz en Côte d'Ivoire se feront mensuellement. Le besoin en personnel de santé se fait de plus en plus ressentir dans l'espace UEMOA. La réunion des ministres de l'Emploi et de la Santé a planché sur cette question cruciale. Il en est ressorti un plan d'action régional afin de stimuler l'emploi dans les secteurs sanitaires et social. Gabriel Zani. La réduction du chômage, le sous-emploi des jeunes dans les domaines de la santé et du social ont nourri les débats de la réunion des ministres en charge de la santé et de l'emploi, tenue récemment à Abidjan. Un plan d'action quinquennal a été adopté pour changer la donne. Il tient compte de la disponibilité, la qualité et l'accessibilité des ressources humaines dans les secteurs de la santé et du social. Il nous revient à nous, ministres en charge de ces questions, de proposer des actions intersectorielles et des réformes institutionnelles à l'échelle nationale et régionale pour favoriser la création d'emplois dans les secteurs de la santé et du social. Dans le communiqué final des travaux, les ministres recommandent que le plan d'action soit adopté par les instances dirigeantes de l'UEMOA pour que les pays le mettent en œuvre dans les meilleurs délais, ce qui permettra de résorber la pénurie de personnel de santé et des agents sociaux perçus dans les zones rurales des États souvent en proie à la pauvreté. Des recommandations qui nécessitent la mobilisation des ressources financières des pays. Cette action concertée doit prendre pour modèle l'intégration économique qui est une réussite. Je plaide donc pour que la question de l'emploi en santé soit inscrite à court terme au nombre des politiques communes de l'UEMOA. L'insuffisance d'investissement pose problème. Les mécanismes fiscaux souples et avantageux pourraient inciter l'investissement dans la santé, ce qui favoriserait ainsi la création d'emplois.
Lutte contre le chômage des jeunes. Après la phase pilote du programme national de stage jeunes en 2016, aujourd'hui c'est la phase de généralisation. Plus de 10 000 étudiants sont concernés et en plus 25 000 élèves pourront effectuer des stages d'immersion. Sita Soro. L'État, au travers du nouveau Code du travail en Côte d'Ivoire, a pris des dispositions pour faciliter l'obtention de stages obligatoires pour valider les diplômes universitaires. En application à ce code, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a élaboré le programme national de stage jeunes PNSJ. Après la phase pilote en 2016, le lancement de la phase de généralisation. Au titre des stages écoles en 2016, ce sont 5 000 étudiants qui ont validé ainsi l'année dernière leur diplôme à travers ce programme. Pour 2017, nous prévoyons de faire bénéficier ce programme à près de 10 000 étudiants. Ceci à travers déjà de façon disponible 1700 postes qui sont déjà identifiés dans nos différentes agences au niveau national. Depuis la phase pilote du programme national de stage jeunes en 2016, mon département ministériel s'est engagé auprès de vos experts pour la réussite de ce projet. En réalité, nous l'avons fait parce que les enjeux nous intéressent au premier chef. Les jeunes, quant à eux, n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. On se posait déjà la question comment faire pour obtenir un stage après notre diplôme. Et aujourd'hui, il faut dire que les discours nous ont vraiment convaincus. Pour bénéficier du programme national de stage jeunes, il suffit de se rendre dans une agence jeune sur toute l'étendue du territoire national ou aller sur le site www.emploijeune.ci ou encore appeler un téléopérateur au 98 097. La campagne intermédiaire de commercialisation du cacao a été lancée à Aboisseau. Les producteurs ont fait des propositions au Conseil Café Cacao pour une meilleure gestion des prix borchants. Noël Niagno. Le cacao, c'est parti pour la campagne intermédiaire à compter de ce samedi 1er avril 2017. Le Conseil du Café Cacao a choisi Aboisseau pour lancer cette campagne. La raison, certainement, le cacao est parti d'Aboisseau en 1882. Il faut retourner à la source donc de la cacaoculture pour se ressourcer et redonner espoir aux producteurs qui ont d'ailleurs bien perçu ce message. On a vendu le café ici à 5 francs le kilo. On a vendu le cacao à 100 francs le kilo. On n'est pas mort. On vend à 700 francs, nous serons aussi à 2000 francs, peut-être l'année prochaine. La remontée du cours, c'est le souhait de ces productrices et producteurs mobilisés ce vendredi. Pour écouter les dirigeants de la filière, avoir l'information juste et faire des propositions. S'agissant de l'information juste, le gouvernement a consenti des sacrifices pour tenir son pari de donner 60% du prix CAF aux producteurs. L'État a consenti à annuler une partie des taxes qu'il prélève sur le cacao. Nous-mêmes, le Conseil du Café Cacao, les taxes qui nous permettent de fonctionner, nous les avons également réduites. L'un dans l'autre, c'est 43 milliards 400 millions de francs CFA. Les producteurs ont salué les actions du gouvernement et des dirigeants, mais ils souhaitent une meilleure circulation de l'information. Les planteurs, moi je pense, si aujourd'hui il y a des écarts de langage, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le système de commercialisation du café et du cacao. Donc moi je pense que le premier souci, c'est de donner l'information jusqu'à la base. Au-delà de la meilleure gestion de l'information, le producteur souhaite que les acquis des magasins réalisés à grands frais par l'État soient exploités pour aider au respect des prix borchants. Première édition des Journées nationales vétérinaires. L'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire veut optimiser les productions animales et ce dans le cadre du développement durable en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé, Herman Niamia. Chaque année, les animaux domestiques, notamment les bovins, les porcins et les volailles, sont frappés par de nombreuses maladies, causant ainsi des pertes énormes en leur sein, ce qui freine la production de ressources animales et halieutiques. Désormais, une stratégie est mise en place par l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire en vue d'optimiser la production animale dans le cadre d'un développement durable. Les techniques évoluent, la population augmente, on est amené à nourrir beaucoup de gens. Alors,
comment produire dans un milieu sans compromettre l'avenir des générations futures. L'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, pour ses premières journées nationales vétérinaires, entend faire la promotion de la profession de vétérinaire, très peu connue des populations. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se dit satisfait de cette initiative. Créée en 2012, l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire a pour mission de favoriser un cadre d'échange et de formation et aussi de promouvoir ce métier, puis mettre en place un plan d'action d'entraide et de solidarité entre docteurs vétérinaires. La première période de solde de l'année 2017 se déroule du 10 au 31 mars sur le territoire ivoirien. Elle a été prorogée jusqu'à demain 2 avril. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a visité des grandes surfaces de la ville d'Abidjan afin de s'assurer de l'effectivité de la mesure. Davy Soyo et Moussa Konaté. Responsables, employés et clients de certaines grandes surfaces reçoivent un visiteur particulier, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une visite de Souleymane Diarra-Souba pour s'enquérir de l'effectivité du respect de la période de solde instaurée par le gouvernement. Nous avons 2 dates réglementaires, du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. Donc je suis venu m'assurer au sein de ce supermarché que les dispositions prises par l'État concernant les soldes sont effectivement respectées. Après plusieurs endroits visités et vu l'engouement des consommateurs à cette période de solde, le ministre Souleymane Diarra-Souba prend une décision exceptionnelle. Nous avons décidé de proroger la période de solde jusqu'au dimanche 2 avril pour permettre en fait aux populations, notamment aux ménages, de profiter de ce week-end et également aux opérateurs économiques et aux commerçants pour continuer de faire de belles affaires. Responsables de supermarchés, gérants de boutiques et clients se réjouissent de cette visite. On voit que le ministre se préoccupe des commerçants et de prendre la température, de voir comment ça se passe pour nous les commerçants et pour pouvoir proposer de meilleures offres à tous les clients. Je pense que de temps en temps, il faudrait que les différentes autorités essaient de s'imprégner de ce que la population vit au quotidien. C'est toujours bien de voir un ministre dans nos locaux pour vérifier, d'une part, la bonne application effectivement de la réglementation sur les soldes, et puis aussi de promouvoir justement ces périodes de soldes. La période de solde est un moment pour permettre aux consommateurs et commerçants de faire de bonnes affaires. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, entend mettre tout en œuvre pour contribuer à la réduction du coût de la vie. De nouvelles couleurs sur le plan d'eau lagunaire abidjanais. Les bateaux-bus de la Société de transport lagunaire ont officiellement été lancés. Le Premier ministre a même effectué un voyage avec les premiers passagers. Astou Touré. Un passager peu ordinaire à la gare lagunaire de Trècheville. Le ministre des Transports prend place aux côtés des premiers passagers de la Société de transport lagunaire qui démarre ce 31 mars ses activités. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion, de fierté, de reconnaissance pour le président de STL que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le bateau qui ceci marque le début effectif des opérations de STL sur la lagune ébriée. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle politique du transport du gouvernement. En l'occurrence, réduire le temps de parcours et faciliter la mobilité des populations. Un projet à 100% ivoirien, avec de l'expertise ivoirienne. Globalement, plus tard le 20 juin, nous aurons 16 bateaux. Avec une capacité de 130 places, les initiateurs de ce projet entendent transporter environ 5000 personnes par jour. Les lignes qui seront desservies dans un premier temps seront Trècheville, Plateau et Mputo. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a réceptionné les manuels de référence de la CEDEAO. Ils sont traduits en 3 langues ivoiriennes. Les supports de communication du projet Enseigner le respect pour tous lui ont également été remis. Herman Niamia. Un manuel de référence pour promouvoir l'éducation à la paix, la cohésion sociale et le respect pour tous à l'école désormais disponible.
Remis ici au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce manuel de référence a été élaboré par l'UNESCO sur recommandation de la CEDEAO. En 2020, la CEDEAO veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et pour ce faire, la CEDEAO veut promouvoir notamment l'intégration par l'éducation. Traduit en 3 langues ivoiriennes, à savoir le dioula, le baoulé et le guéré, ce manuel, au dit des initiateurs, peut être aussi utilisé par les ONG qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Outre le manuel de référence de la CEDEAO, le ministre de l'Éducation nationale a également réceptionné les supports de communication pour le projet « Enseigner le respect pour tous ». Il s'agit, à travers ce projet, de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vulnérables en milieu scolaire. La prise en compte des élèves à besoins spécifiques, tels que les albinos, les personnes vivant avec un handicap moteur et les personnes vivant avec le VIH et au-delà, toutes les personnes vulnérables. Cette prise en compte, dis-je, contribuera à faire de l'école un espace ouvert, un cadre fédérateur et intégrateur à la fois. Tout le monde sait que la discrimination au niveau des albinos est de taille. Je crois que cela va permettre aussi d'atténuer un peu la discrimination au niveau des écoles, puisque nous avons constaté depuis un certain moment que certains enfants même refusent d'aller à l'école parce qu'ils sont discriminés. Ces supports seront distribués et vulgarisés dans tous les établissements scolaires afin d'amener les élèves à prôner le respect mutuel. Jeux de la francophonie 2017 à Abidjan, le ministre en charge des Jeux, Robert Begré-Mambé, a invité les maires francophones de Brazzaville en marge de la 85e réunion de l'Association internationale des maires francophones, ISAEO. À 3 mois des 8e Jeux de la francophonie, le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie continue la mobilisation internationale. En marge de la 85e réunion de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, à Brazzaville, au Congo, Robert Begré-Mambé a indiqué que les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie avancent. Il exhorte l'ensemble des maires francophones à privilégier la destination Côte d'Ivoire au mois de juillet 2017. Assurance a été donnée que toutes les dispositions sont prises en termes d'infrastructures, de logement et de sécurité pour faire de ces Jeux une véritable fête. Un message bien reçu par les maires francophones. Le message est déjà passé. Le gouverneur ici présent a même transmis une invitation à tous les maires francophones pour venir l'assister. Et moi-même qui vous parle, je serai présent avec mon équipe à Abidjan pour soutenir mon frère, le gouverneur, dans son beau travail qu'il fait. Et déjà, nous-mêmes, maires francophones, nous serons tous là pour le soutenir davantage. La maire de Paris, Anne Hidalgo, par ailleurs présidente de l'AIMF, demande à ses pairs de se mobiliser pour démontrer l'unité des maires francophones et de faire du rendez-vous d'Abidjan une réussite. Les 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 vont mobiliser 4000 artistes et athlètes, 3000 représentants des délégations et 700 journalistes. Ces Jeux seront aussi l'occasion pour le monde francophone de célébrer les valeurs de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Dans l'actualité internationale, la Guyane va-t-elle vers la fin de la crise qu'elle connaît depuis maintenant près de 2 semaines? En tout cas, les nouvelles sont encourageantes. Les ministres ont annoncé 1 milliard d'euros d'engagement au collectif guyanais. Leurs propositions répondent au cahier de revendications qui leur a été remis. Au Venezuela, la Cour suprême renonce à s'attribuer les pouvoirs du Parlement. Considérée comme favorable au président Nicolás Maduro, la Cour est revenue ce samedi 1er avril sur sa décision de s'attribuer les pouvoirs du Parlement contrôlé par l'opposition. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler littérature. La littérature, un des aspects des Jeux de la francophonie. Un auteur ivoirien a recensé dans un ouvrage ses réflexions sur le rôle des préfets et sous-préfets en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Le leadership transformationnel peut apporter des changements positifs au sein des communautés, en particulier dans la gestion des conflits,
Dans son ouvrage de 108 pages intitulé « Le rôle des préfets et sous-préfets en Côte d'Ivoire, gestion et prévention des conflits communautaires dans un contexte de sortie de crise », Amos Kwadwo Assouman aborde de façon structurée le leadership de la profession préfectorale. Les préfets sont des leaders par vocation au niveau local. Et donc, la vocation des leaders, c'est d'influencer, c'est de diriger, c'est de donner une orientation. Et les préfets sont en mesure d'influencer suffisamment la politique de promotion de la cohésion sociale au niveau de leur département. Amos Kwadwo Assouman a présenté son ouvrage au siège du CIREJ, le Centre ivoirien de recherche et d'études juridiques, en présence des représentants du ministre d'État Ahmed Bakayoko et de la ministre de la Femme, Mariatou Koni. Selon ce critique d'ouvrage, l'auteur a le mérite d'écrire sur les enjeux d'une profession qui constitue un maillon essentiel de l'administration. Ce que l'ouvrage préconise, c'est qu'ils deviennent serviteurs dans les régions où ils sont. Et cela est possible en maximalisant leurs compétences, leurs efforts pour désamorcer déjà le conflit en anticipant dans leur travail de sensibilisation. Préfet hors grade, spécialiste en droit international, Amos Kwadwo Assouman n'est pas à son premier coup d'essai. Le rôle des préfets et sous-préfets en Côte d'Ivoire, gestion et prévention des conflits communautaires dans un contexte de sortie de crise, est sa 3e publication. « 20h31, la page culture de ce samedi fait un gros plan sur une œuvre de fiction, American Dreamer, une aventure qui nous transporte dans le milieu afro-américain à New York, une œuvre écrite à la fois dans un langage bien ivoirien, le nushi, et dans un jargon américain, le slang. Nous recevons Marina Niava, l'auteur de American Dreamer. Marina, rebonsoir. Rebonsoir Fatou. Voyons ensemble ce reportage sur votre cérémonie de dédicace et on se retrouve ensuite. Ok. American Dreamer est une œuvre de 164 pages écrite par Marina Niava. Cette jeune dame fait ses premiers pas dans le monde de la littérature moderne. Cet essai a pour personnage principal Saliou Sangaré, jeune ivoirien immigré au pays de l'oncle Sam. L'auteur met en évidence le brassage des cultures afro-américaines. Considérée comme une fiction, Marina aborde plusieurs thèmes avec en prime l'ambition que nourrissent certains jeunes pour changer leur vie. Écrit dans un style franco-anglais, American Dreamer incite à la lecture. Le livre est très éducatif au plan de la langue, éducatif au plan de l'expérience de son personnage principal. Un personnage responsable qui entreprend, un personnage aussi qui a un rapport très responsable avec l'amour. Et donc, de mon point de vue, c'est un texte qui peut inspirer les générations actuelles. C'est vraiment montrer aux jeunes que tout est possible, même elle en tant que romancière, parce qu'elle est productrice, elle est réalisatrice à la base, elle a su montrer que ouais, j'ai envie de faire un livre, je l'ai écrit et je trouve le moyen de le faire éditer. Elle a réussi, elle a montré que c'était possible également et c'est un message fort pour la jeunesse ivoirienne. À travers cette première expérience littéraire, Marina Niava veut marquer son passage dans le métier de la littérature moderne. L'auteur, cinéaste et communicatrice est diplômée de l'Institut des sciences techniques de la communication, ISTC. Alors voilà, un peu présenter l'œuvre American Dreamer, un titre en anglais. Déjà, dites-nous pourquoi un titre en anglais et puis qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, American Dreamer, j'ai choisi un titre en anglais parce que pour moi, il présente déjà l'ouvrage, il nous plonge déjà dans l'environnement dans lequel on va se retrouver. L'histoire se déroule aux États-Unis, c'est là qu'évolue notre personnage principal, Saliou, à New York précisément. Donc, pour moi, c'est un titre qui intrigue un petit peu, mais qui en même temps est ambivalent, dans la mesure où on a l'impression qu'il évoque le rêve américain, American Dream, mais en fait, il s'agit du rêveur américain, American Dreamer, qui est Saliou. C'est un personnage qui a un lien particulier, on va dire, avec la notion du rêve. Voilà, le rêve, un concept particulier dans cette œuvre, on va y revenir. Mais le héros de votre roman, c'est un homme, vous êtes une femme. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans la peau du sexe opposé pour relater une aventure, on va dire, un peu plus réaliste? Waouh, en fait, avec cette œuvre-là, j'ai vraiment voulu explorer de nouveaux horizons. J'ai voulu dépasser mes limites et
je me suis demandé qu'est-ce que ce serait que d'être un homme. J'observe des hommes autour de moi et j'ai voulu essayer d'entrer dans un personnage masculin. C'était très difficile. Je pense que les hommes et nous, les femmes, nous avons une vision des choses très différentes parce que la société nous considère différemment. Quoi qu'il en soit, qu'on parle d'égalité ou pas, nous sommes tout de même différents. Absolument. Et j'ai voulu essayer en tout cas d'avoir cette perspective masculine sur les relations amoureuses, sur les affaires. Et je pense que quand même, j'ai pu, le temps de quelques mois où j'ai écrit ce livre-là, me mettre dans la peau d'un homme. Enfin, ça se matérialise d'une certaine façon. D'abord, l'homme, c'est un peu un chasseur. Quand il voit une femme qu'il convoite, il passe en mode chasseur, il doit la conquérir. C'est quelque chose que les femmes ne font pas de la même façon. Et j'ai essayé de dépeindre cela dans quelques situations. Alors, c'est agréable d'être dans la peau d'un homme? Ah oui. Alors, vous avez écrit dans un style qui mêle le nushi, langage ivoirien, au slang. C'est un langage plutôt américain. Comment est-ce qu'on combine ces deux langages totalement différents? Eh bien, je peux dire que ce n'est pas si difficile dans la mesure où j'ai voulu surtout adopter le langage des personnages. J'ai placé des personnages d'un certain âge, donc ils sont jeunes, ils sont entre la vingtaine et la trentaine. Ils sont dans un milieu urbain qui est le leur. Ils ont une double identité culturelle. Ce sont des personnages africains mais vivant aux États-Unis. Ils ont donc le langage de leur époque et de leur environnement. Ce que généralement on ne retrouve pas dans la plupart des livres, en tout cas ce que je lis. Et je me suis dit, si un personnage pense en disant Lago, je vais écrire Lago aussi, dans le contexte qui est le sien, et il dira bon, je vais m'abstenir de parler anglais, mais voilà, il va s'exprimer avec des mots anglais parce que c'est son univers. C'est son univers. Exactement. Et je pense que c'est cette particularité-là qui pourra attirer les lecteurs jeunes, mais aussi les lecteurs de tous âges qui effectueront un voyage à travers ce livre. D'accord, et là, c'est une fiction, mais est-ce qu'elle n'est pas inspirée des situations réelles, de vécus d'Africains qui se retrouvent dans les pays d'Europe ou d'Amérique et qui se rendent compte que tout n'est pas toujours rose comme ils le pensaient peut-être en arrivant sur place? Alors, dans une certaine mesure, oui, mais j'aimerais dire que c'est avant tout une fiction. Elle se rapproche plus de l'histoire de personnes qui sont allées aux États-Unis pour des études ou parce qu'elles ont suivi des parents qui s'y sont installés. C'est le cas du personnage principal. Ses parents ont obtenu la green card et se sont installés. Et donc les enfants ont considéré les États-Unis comme quelque chose d'acquis. En réalité, on a même un personnage, celui de Khalif, le petit frère, qui ne parle plus français, qui ne parle plus djoula, qui ne parle plus malinké, qui est déraciné. Voilà, qui est déraciné. Il comprend, mais il répond en anglais. Et après des échanges avec des jeunes Africains qui ont grandi aux États-Unis, j'ai vu que c'est récurrent. Ils comprennent, on leur parle en français ou en wolof quand ce sont des Sénégalais ou en djoula quand ce sont des personnes de ce groupe ethnique, mais ils répondent en anglais. Et ça, c'est très récurrent. Dans le cas de notre personnage, on a quand même quelqu'un qui a voulu embrasser l'environnement dans lequel il est. Ça lui dit même à un moment qu'il est américain, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui garde un lien avec sa culture d'origine. Oui. Alors Saliou, le personnage principal, donc, il possède un don très particulier, il scanne, mais il ne scanne pas des documents, il scanne des êtres humains. Comment est-ce que ça se passe? Alors, Saliou, il faut dire que c'est une personne qui ne rêve pas. Il ne fait pas des rêves de lui-même, seulement... Des rêves dans le sens propre du terme. Dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que quand il dort, il n'a pas de rêve. Ses rêves sont totalement inertes. Ses sommeils, sont totalement inertes. Mais lorsqu'il partage ses nuits avec une femme, il se branche sur les rêves de celle-ci et il lit ses rêves. Et cela lui donne une perspective très particulière sur la connaissance de la personne avec qui il partage sa vie et la connaissance de ce qu'elle ignore d'elle-même et également une analyse de sa personnalité. Donc il sait des choses sur les femmes qui partagent sa vie que ces dernières ne savent pas d'elles-mêmes. D'accord. Alors, vous êtes journaliste, communicatrice, cinéaste, auteur. Est-ce que le prochain défi serait de mettre en scène American Dreamer? Définitivement. Définitivement, oui. Oui. On va s'attendre alors à le voir sur nos petits écrans. En attendant, on va lire quand même l'œuvre American Dreamer. Merci Marina Niava, merci d'être venue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Le livre est disponible dans toutes les librairies. Merci à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end sur RTI 1.